Hello. 你好， Namasté. Hola. Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast J'irai où tu iras, le podcast qui vous partage les histoires de voyageurs qui ont pour seul point commun avoir visité la même ville. Parce que chaque expérience de voyage est unique, dans J'irai où tu iras, j'avais envie de vous faire découvrir tous les recoins d'une ville au travers de témoignages croisés de personnes qui y ont vécu plusieurs années ou seulement quelques jours. Prenez votre billet, je suis Clara et je vous emmène en voyage. Dans cet épisode, je vous emmène à Lisbonne et dans ses alentours en vous partageant le voyage de Zoé, une grande amie à moi, qui est partie durant ses années étudiantes. Je vous parle également du voyage que j'ai réalisé à Lisbonne à la fin de mes études. On a toutes les deux beaucoup aimé Lisbonne avec Zoé et c'est pourquoi je vous laisse avec l'épisode tout de suite. Bonne écoute! Alors mon voyage à Lisbonne, c'était mes premières vacances d'été où je suis partie seule, sans mes parents. C'était en 2016, donc l'année d'après mon bac en fait. Je suis partie avec deux amis du lycée pendant une petite semaine, ça devait être 4 ou 5 jours. C'était un peu le voyage qui a marqué beaucoup de choses parce que c'était mon premier voyage quasiment toute seule. Avec mes parents, j'ai pas beaucoup voyagé à l'étranger. On était beaucoup restés en France, donc t'as pas vraiment l'aventure, le côté changement de pays, d'atmosphère, de culture, etc. Donc c'était vraiment le voyage en fait qui m'a permis de prendre le goût en fait au voyage. Comme c'était un voyage avec deux amies qui sont une de mes meilleures amies, qui étaient comme moi, elles aussi, elles avaient quasiment jamais voyagé, je pense comme moi. C'était aussi le coup de l'aventure de se dire on part, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on va faire des erreurs, mais on va apprendre. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment adoré ce voyage, c'était surtout en fait le contexte. C'était que c'est mon premier voyage quasiment toute seule. Quand c'est nouveau, tout est nouveau, t'as l'impression qu'en fait tu découvres la vie en fait. tu découvres comment te gérer toute seule, faire des trajets toute seule, te faire à manger, etc. Enfin, en fait, c'est une grande étape, je pense, dans une vie d'adulte de voyager tout seul. Donc, du moins sans les parents. Donc, ça, c'était vraiment cool pour ça. Je conseille vraiment Lisbonne pour un premier voyage. Déjà, financièrement, c'est vraiment abordable. Je sais que depuis Nantes, voire même plutôt depuis Paris, il y a des vols vraiment qui sont donnés 20 ou 30 ou 50 euros. Il y a peu de villes en Europe où c'est aussi peu cher, enfin, du moins en Europe où il fait chaud, l'Europe de l'Ouest. C'est vraiment une capitale accessible depuis la France. Et en fait, tout au long du voyage, il y a plein de choses qui sont possibles d'être faites pour pas cher. Par exemple, rien que l'accessibilité de l'aéroport, le transport entre l'aéroport et la ville, il y a un métro qui rejoint directement le métro et l'aéroport, pardon, et la ville. C'est très rare dans la capitale qu'il y ait ça. En fait, généralement, ils te mettent une navette à 10 ou 20 ou 30 euros pour faire aéroport-ville. Et ça, clairement, quand t'es étudiant, c'est un truc qui te prend une bonne partie du budget. Quand il y a l'aller-retour à faire, c'est souvent une somme. Là, pour le coup, juste un ticket de métro, ça suffit pour faire l'aller-retour, quoi. Alors nous, on avait loué un appartement en Airbnb. C'était un appartement partagé. Donc il y avait le monsieur, donc le propriétaire, et il devait y avoir plusieurs chambres en plus. Mais on n'a jamais vu, je crois, les autres personnes. Pour le coup, c'était vraiment incroyable parce qu'on avait une terrasse, enfin peut-être un balcon filin, où il y avait c'était un rooftop en fait, enfin une espèce de terrasse avec une vue sur les toits de Lisbonne, avec un coucher de soleil vraiment pépite. Il y avait des petits matelas, des petites lumières, enfin c'était vraiment hyper sympa. Pour le coup, je trouve que avoir un bon Airbnb ou une bonne auberge, ça change vraiment le voyage, enfin, ça change l'expérience. On faisait des petits apéros le soir, coucher de soleil, sangria, melon, vraiment c'est des petits souvenirs vraiment à pas cher pour le coup encore une fois. Par contre, vraiment des trop bons souvenirs. Tu fais ton petit before, on va dire, à l'appart tranquille, ça te coûte zéro, ou tu fais les courses et voilà. Et là, encore une fois, c'est une astuce, on va dire, étudiant et petit budget qui marche vraiment bien. En plus, pour nous, pour le coup, dans l'Airbnb, le propriétaire avait un Golden Retriever qui s'appelait Johnny, qui était trop mignon. Il demandait tout le temps des câlins. Il était vraiment, c'était trop chou. On faisait plein de photos avec lui. Enfin, il était vraiment adorable. Le propriétaire, il était moins cool. Je crois qu'ils avaient fait une réflexion une fois parce qu'on n'avait pas fait la vaisselle à l'instant T. Je sais plus ce qu'on avait fait, mais on n'avait pas fait la vaisselle et ils nous avaient râlé dessus un peu. Ce qui est bien aussi avec Lisbonne, c'est que c'est une ville où il fait bon en fait juste de se promener. Je sais que nous on s'amusait à aller de Miradouro en Miradouro.
Alors Miradouro, c'est en fait des points de vue, c'est des endroits où en fait il y a des beaux spots pour observer les toits, la vue sur le fleuve, enfin c'est toujours hyper joli à regarder. Et en fait il y en a vraiment partout des Miradouro, c'est vraiment de partout. Et en fait on peut juste flâner dans les rues, se balader et hop on voit un panneau, c'est écrit Miradouro, hop on le suit, ensuite tu en suis un autre, tu t'arrêtes à une terrasse, tu bois une petite limonade fraîche. En fait vraiment quand je dis que c'est une ville assez économique, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin de faire 14 000 musées ou 14 000 châteaux ou autres pour s'occuper, en fait. Flâner et regarder des points de vue, ça suffit. Enfin, ça suffit. C'est aussi intéressant que le reste. Et pour le coup, ça, c'est économique. Au moment où je décide de partir à Lisbonne, on est fin août 2021. À ce moment-là, je viens de terminer mes études. J'ai signé mon tout premier contrat pour commencer mon premier CDI. Mais celui-ci commence que fin septembre. Et du coup, il me reste 3 semaines à Paris où voilà, j'ai rien à faire, tout le monde est occupé. Comme personne n'est dispo et que je suis de nature à toujours bouger, je décide de me dire que ça serait sympa de partir visiter un endroit en France ou à l'étranger. J'ai pour idée de partir à Lisbonne. C'est une destination dont on m'avait parlé plusieurs fois. Comme j'ai pas mal de temps, je décide de partir une semaine entière. Mais une semaine dans une capitale, ça fait quand même beaucoup. Et donc je me dis que je pars 4-5 jours à Lisbonne et 3 jours à Porto. Je pars toute seule parce qu'il n'y a aucun de mes amis ou proches qui est disponible à ce moment-là. Soit ils ont commencé à travailler, soit ils sont ailleurs. Et comme j'ai déjà fait en étant partie 3 jours à Londres, je me dis que c'est l'occasion pour moi de partir un peu plus longtemps, de voir un autre endroit. Et je pars début septembre pour ce voyage. Je vous recommande notamment l'auberge Lost in Lisbon Hostel, qui est vraiment dans le centre et qui est incroyable, très très bien placée et qui permet de rencontrer facilement des gens parce qu'en fait tous les soirs l'auberge vous propose de vous servir un verre de sangria ou plusieurs en fonction du monde qu'il y a, mais c'est vraiment l'occasion de rencontrer des gens ou de retrouver des personnes que vous avez vues la veille et si jamais vous ne les avez pas croisées pendant la journée. Ce que j'aime bien faire en voyage solo, c'est de visiter la journée des endroits que j'ai repérés avant sur les blogs ou sur Google Maps. Et principalement, je le fais toute seule parce que les gens que tu rencontres dans les auberges, soit l'ont déjà fait, soit restent pas au même moment avec toi dans la ville où ils ont prévu de le faire plus tard. Donc souvent, j'adapte, mais souvent, je fais toute seule. Et le soir, je retrouve des gens et on sort. Les rues de Lisbonne sont très sympas pour sortir. Y a un petit endroit, le quartier de Beiro Alto, pour prendre des verres qui est assez animé le soir et voilà, qui est pas très loin de l'auberge dans laquelle j'étais. On avait été également à un bar qui s'appelle The Park, qui est un peu difficile d'accès dans le sens où il faut passer par un parking. C'est assez glauque, mais la vue et le bar est très sympa. Mais ce qui est cool dans les Airbnb aussi, c'est que le propriétaire, s'il est du coin, il peut vous conseiller des restos, des choses comme ça, pareil dans les auberges. Mais le mieux, je trouve, c'est quand il y a une cuisine. Vraiment, quand on n'a pas de thunes, c'est prendre des logements où il y a des cuisines pour pouvoir se faire déjà son petit-déj. Pourquoi pas même faire son pique-nique à emporter pour le midi. Et le soir, se faire un apéro. S'il y a un rooftop, ça évite de payer son burrito 12 € le soir au coucher de soleil. Franchement, ça fait économiser, en fait, mine de rien. Parce que vivre tous les jours, manger matin, midi et soir à l'extérieur, ça coûte une blinde, même si c'est moins cher. On dit que c'est moins cher que le Portugal, mais en fait, Lisbonne, c'est une capitale, donc ça reste quand même assez cher, je trouve, dans les restos. Et en général, ça reste quand même assez cher. Donc, c'est pas forcément le mieux de manger dans les restos. À Lisbonne, il faut savoir qu'il y a plein de Lidl partout, j'ai trouvé. Enfin, ça, c'est trop bien parce qu'il y avait vraiment plein de Lidl. On peut vraiment manger pour pas cher quand on va au Lidl ou ailleurs, d'ailleurs, même petit mercado là. Si, il y a un truc qui est typique, j'ai l'impression, à Lisbonne, c'est les petits mercados où c'est des petits messieurs qui tiennent ça, mais genre, c'est à peine s'il y a un frigo, quoi. Il y a un frigo qui fonctionne à moitié,
ils te foutent du jambon et du fromage comme ça qui est en train de crever dans le frigo qui tient à peine le froid. Et genre, ils sont ok, ils te vendent ça normal. Encore une fois, comme c'était mon premier voyage, je trouvais ça incroyable de voir ça, mais en fait, totalement normal maintenant. Mais parce que j'ai fait d'autres destinations, mais à l'époque, j'étais en mode, waouh, un mec qui tient un magasin avec à peine un frigo, c'est trop bizarre. Ce qui est bien quand tu voyages et quand c'est ton premier voyage, c'est que tu prends en photo tout et n'importe quoi parce que tout te semble incroyable. Vraiment, tout te semble fou parce que tout est nouveau en fait. Donc, tu t'émerveilles devant tout et n'importe quoi. C'est trop bien. Au final, la nourriture de Lisbonne, j'ai pas forcément eu le temps de goûter. Vraiment la mode économique à se faire des pique-niques, donc on n'a pas forcément eu la chance d'aller souvent au resto. On fait que un ou deux restos et globalement j'ai été assez déçue. Je pense que c'était un attrape touriste qu'on avait dû faire, donc pour le coup j'ai pas eu l'occasion de vraiment tester ce coup-ci la bonne gastronomie portugaise. C'est aussi une super ville pour les sorties et pour la fête. Pour le coup, là, l'alcool n'est pas très cher. Enfin, je me rappelle on trouvait des énormes verres de sangria. Ils devaient faire, je sais pas, 50 ou 75 centilitres le verre. Et il devait être à 3-4 € le gros verre. Et là, quand on aime la sangria, vraiment, c'est la folie. Et franchement, il y a une trop bonne ambiance, je trouve, dans la ville. Dans les rues, vraiment, c'est hyper festif. C'est assez bienveillant, je trouve, quand même. Enfin, j'ai pas senti en tant que meuf d'insécurité ou quoi que ce soit. Nous, on a testé une boîte qui s'appelle l'Urban Cabbage, qui est vraiment la boîte qu'on imagine dans nos rêves en fait, dans nos rêves les plus fous. C'est la boîte avec une piscine, il y a plein d'étrangers, c'est hyper cosmopolite. Donc dans la boîte, c'est vraiment la boîte de nos rêves, enfin, les espèces de canapés dehors hyper beaux. J'ai regardé les avis récemment, les avis sont pourris. Mais moi, je regarde vraiment une super expérience parce que en plus, c'est en bord de mer. Urban Cabbage, c'est bien son nom. C'est qu'en fait, c'est en bord de mer. Et le matin, tu sors donc de boîte, il est 6h. T'as le lever de soleil qui est incroyable. Vraiment, genre, tu manges ton grand sandwich de lendemain de soirée sur le lever de soleil. C'était fou. Et dans cette boîte qui est du coup hyper cosmopolite, vous pouvez parler avec plein de voyageurs aussi, de toutes parts, des Européens surtout. Et hyper facile de parler aux gens parce que vu que c'est un peu réputé comme la boîte, on va dire, des touristes, on va dire. Enfin, il y a plein de gens qui voyagent qui vont dans cette boîte. Donc en fait, comme on est tous pareil, des voyageurs, plus l'alcool qui joue, c'est hyper facile de trouver des sujets de conversation, de dire ah t'as visité quoi, moi j'ai fait ça hier, trop bien. Enfin du coup on crée des liens hyper facilement et vraiment c'était trop bien. Vraiment trop bonne ambiance. Je recommande vraiment cette boîte même si les avis sont pas fous sur Google. Après je pense que si vous regardez les avis sur Google, des boîtes de nuit ils sont rarement bien en fait, j'ai l'impression. T'as toujours des mecs vénères qui mettent des avis. Durant ce voyage, je suis partie à Sintra, donc qui est à 1 heure de Lisbonne, qui est une petite ville accessible en train, où en fait il y a plusieurs châteaux très différents les uns des autres, et qui est pour moi un passage qui est un peu obligatoire si vous restez 4-5 jours à Lisbonne. Voilà, ça se fait très facilement, c'est super accessible pour se déplacer entre les châteaux parce qu'il y a quand même quelques kilomètres. En sortant du train, vous prenez un bus, vous payez le bus pour la journée et vous pouvez rentrer et sortir du bus autant de fois que vous voulez dans la journée. Ce jour-là, je décide d'aller à Sintra et plus précisément au Palais National de Pena, qui est un des châteaux les plus connus sur les 5-6 châteaux qu'il y a dans les environs. Bien sûr, comme je ne fais pas attention, je paye la visite de l'extérieur, qui est la base à faire. Mais je paye aussi la visite de l'intérieur du château. Je paye d'autant plus en étant un petit peu fauchée. Mais bon, les aléas des voyages. Suite à cette petite visite, je décide de reprendre le bus et de me balader dans le centre-ville de Sintra, d'aller voir le palais national des Sintra qui est vraiment entièrement blanc. Enfin, c'est un véritable contraste avec le palais national des Pena qui est lui très très coloré, où les bâtiments sont rouges, jaunes, bleus. Je décide pas de faire le palais du coup qui est dans le centre-ville
parce que chaque visite coûte environ une dizaine d'euros et que j'ai repéré un autre château qui m'intéresse davantage, qui est celui du Palais de la Reine, donc Quinta Regaliera, sur lequel depuis le centre-ville tu peux t'y rendre en marchant 30 minutes à pied. Après tu peux toujours reprendre le bus, c'est juste que moi ça me faisait vraiment faire le tour entier de la ville et des environs, et voilà, c'était autant de temps ou moins longtemps à pied. Et en fait, ce château est très très différent parce que pour moi, il n'est pas du tout dans le même thème. Il ressemble totalement à une sorte de château dans le livre de la jungle. La visite du parc, c'est vraiment plein de petits chemins. Tu retrouves un puits, il y a une cascade, un tunnel que t'as pas du tout en fait, enfin que t'as autour du palais national des Pénats mais que t'as pas à l'intérieur. Alors que là, c'est vraiment à l'intérieur, juste à côté du château. Le château, bah justement là on était l'après-midi et il y avait à peu près 1 heure de queue et clairement j'ai la flemme puisque j'avais d'autres plans en fait de prévus dans ma petite tête. À ce moment-là, j'avais pas forcément envie d'aller voir d'autres châteaux parce que soit ils étaient plus loin, soit voilà, j'avais pas forcément envie de repayer 20 balles pour voir d'autres châteaux. Et donc, je décide de quitter Sintra et de me rendre à un bus pour aller à un petit endroit que j'avais repéré qui s'appelle Azenas do Mar, qui est un petit village à 30 minutes de Sintra en bus. Évidemment, pour trouver le bus de Sintra, il faut marcher dans des chemins un peu escarpés où il n'y a personne. Ce qui est hyper sympa, c'est qu'il n'y a pas du tout de touristes et tu prends le bus vraiment avec des locaux qui rentrent chez eux ou qui vont voir leur famille. C'était vraiment très dépaysant à ce moment-là. Tu sors complètement du mode touriste où tu vois plein de foules de gens partout qui viennent voir exactement la même chose que toi. T'es vraiment avec des locaux qui sont venus voir leur famille. C'est encore plus dépaysant, je trouve, que quand t'es vraiment dans des lieux très touristiques. Donc en fait, à Azenas do Mar, il y a un spot, une crique plus précisément, où t'as une vue vraiment magnifique avec des maisons toutes blanches qui donnent sur la mer, avec une piscine qui donne sur la mer, un resto qui donne sur la mer, où il n'y a pas grand monde. C'est vraiment un des plus beaux endroits que j'ai vu de ma vie en vrai. Enfin, j'ai trouvé ça très paradisiaque, hyper apaisant. Et j'étais toute seule à ce moment-là. Tu marches le long de la côte, tu vois la mer, tu vois la vue sur la crique, c'est vraiment très très beau. Et t'as vraiment l'impression d'être au paradis. Pour accéder à la crique, depuis l'arrêt de bus, tu as juste à longer la côte, à descendre les marches. Et en fait, il faut savoir que personne ne se baigne dans la mer à cet endroit-là, puisque les vagues te ramènent à la surface en 3 secondes et demie. Et en fait, tout le monde se baigne dans la piscine qui y a juste à côté, mais où il y a une vue vraiment très très belle. Et donc voilà, je décide de rester posée 1 heure ici. Et ensuite, la journée est presque terminée. Et donc, pareil, je décide de reprendre le bus. Au final, c'est un des rares endroits où le bus est passé quand j'ai voulu le prendre au Portugal. Donc pour rentrer, je prends le bus qui me ramène à Sintra, je reprends le train pour Lisbonne et voilà, j'arrive à 19h chez moi en ayant vu plein de paysages complètement différents, en ayant été à des endroits franchement qui n'étaient pas forcément dans Lisbonne et qui sont hyper faciles d'accès en tant que tels si tu t'aides de Google Maps et que voilà, tu réserves un petit peu tes trains en avance si tu veux aller à Sintra pendant une période où il y a du monde. Pour moi, c'est quand même assez intéressant d'aller voir Sintra, d'aller jusqu'à Sintra, de visiter un ou deux châteaux, parce que c'est quand même des monuments qui sont vraiment très très beaux, qui sont classés, qui sont reconnus, et qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et donc pour ça, c'est pour moi un passage presque obligatoire. C'est pas forcément obligé de s'aventurer jusqu'à Azenas do Mar parce que c'est quand même un trajet en plus et il faut y aller, il faut avoir l'envie et la détermination et ça fait, voilà, aller-retour ça fait quand même presque 3 heures. Donc pas forcément obligatoire. Après si vous êtes comme moi et que vous aimez bien remplir à mort vos journées, de partir à 7h et de retourner à 19h, je vous le conseille. Ou si vous êtes dans le coin, voilà, n'hésitez pas à passer, c'est très très beau. Ce qui est bien, c'est que il y a aussi beaucoup de choses à faire aux alentours. Nous, on était allés à Belém. Belém, c'est connu pour ce magasin de pastéis de nata. C'est sympa à visiter aussi, j'ai bien aimé. La tour, elle est vraiment sympa. Puis vu que c'est très près de la mer, pour le coup, c'est hyper agréable d'avoir vraiment l'air marin, toute l'ambiance un peu maritime. On avait fait aussi jardin tropical.
Mais je le conseille pas forcément. Enfin, c'était cher pour ce que c'était, je crois que c'était 10 €. Et en soi, c'était juste des palmiers et des fleurs, quoi. Mais il y a une bonne photo à faire dans l'allée principale avec des palmiers, un peu en mode Hayley. Parmi les Miradoro que j'ai le plus aimé, c'est le Miradoro Santa Lucia, qui est vraiment, c'est le plus, je pense, le plus connu. C'est la photo que tout le monde fait de Lisbonne, mais vraiment, il est vraiment super joli. Après, il y en a vraiment plein d'autres, mais celui-là, il est vraiment beau. Et juste à côté, il y en a un autre qui s'appelle Miradoro das Portas do Sol. Et là, il y a un glacier incroyable. Je pense que c'est les meilleures glaces à la fraise, enfin le sorbet à la fraise. Je pense que c'est la meilleure que j'ai jamais mangée de ma vie. Le glacier s'appelle Insano Gelato et Pizza. J'ai jamais goûté les pizzas, mais il paraît qu'elles sont bonnes aussi. Et c'est juste à côté du rooftop, enfin du Miradoro, donc vous pouvez déguster votre petite glace devant le Miradoro das Portas do Sol. Et là c'est le fuego. Le seul petit bémol avec Lisbonne, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire des vacances plage. Enfin, il y a des plages, mais elles sont pas dans Lisbonne même, il faut prendre un train. Après, le train, il y en a souvent, hein, il y a beaucoup de trains à la journée. C'est pas très cher, hein, ça doit être, je sais pas, 4-5 €, un truc comme ça, pour aller à... Nous, on allait à Cascais, Cascais, je pense que je le dis mal. Mais Cascais, c'est sympa, c'est une cité balnéaire, en fait, il y a des plages, c'est très chouette à visiter aussi. Par contre, c'est l'organisation, enfin, c'est sur une journée, parce que c'était pas en mode tu vas à la plage le matin avant de faire ta journée, quoi. Donc moi, j'y suis allée, je crois que c'était en juin, genre fin juin, début juillet. J'ai pas trouvé ça hyper touristique, enfin, c'était touristique, mais ça allait, c'était pas exécrable non plus, quoi. Je crois que vraiment le vrai souvenir, c'était dans les trains pour aller à la plage et tout. Là, c'était monstrueux, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Dans les trains, c'était petit. On avait quand même rarement de la place, il me semble. Ça dépendait des horaires. Mais généralement, ouais, les trains étaient assez blindés. Les plages aussi étaient assez blindées. Mais franchement, ça va. Enfin, il y a vraiment pire, je pense, en termes de fréquentation. De toute façon, le mois de juin, c'est tout le temps je pense, qu'on le voit après les villes dans les capitales. Sintra, en fait, c'est un tout petit village que tu visites vraiment très très rapidement. Mais les châteaux autour sont magnifiques, sont hyper grands, sont totalement différents les uns des autres. Et tu te retrouves à avoir vraiment des ambiances carrément totalement différentes. Et je trouve ça fou en fait, et c'est ce qui m'a le plus surpris dans cette journée, même cette ville, c'est le fait que c'est pas du tout les mêmes styles. On dirait que ça n'a pas été construit à la même époque, que les styles soient totalement différents. Je trouve ça hyper surprenant, et que ça soit surtout à quelques kilomètres d'intervalle. C'est fou. Et du coup, la conclusion de cette journée, c'est vraiment le fait de s'écouter et de savoir ce dont on est capable, dans le sens où voilà, j'ai des filles que j'ai rencontrées qui ont juste été à Sintra une demi-journée, qui ont visité un palais et qui sont rentrées. Et ça leur allait très bien. Et après, elles ont visité d'autres endroits à Lisbonne que j'ai pas visités. Et moi, de mon côté, j'avais vraiment envie de découvrir un autre coin en plus de deux grandes villes, donc Lisbonne et Porto. Et Sintra et encore plus le petit village d'après, voilà, m'ont vraiment fait découvrir le Portugal un peu plus. Je trouve que quand on visite juste une capitale, ça m'encourage en fait à découvrir d'autres petits endroits autour des villes qui sont hyper faciles d'accès, que ce soit en bus ou en train, et de découvrir en fait d'autres endroits qui complètent un petit peu la vision qu'on peut avoir d'une ville et d'un pays, parce qu'une ville, et notamment les capitales, c'est pas forcément un pays en entier. Ça représente pas tous les paysages qu'il peut avoir et toutes les beautés et les lieux culturels ou historiques qu'il peut avoir dans un pays. Je trouve que ça complète bien voilà, un voyage. Ça crée d'autres souvenirs. Je dirais que c'est important d'être curieux, de s'intéresser à ce qui peut se passer autour d'une ville, de se renseigner aussi comment on peut y accéder. Souvent c'est hyper facile, c'est pas cher et ça vous permet de faire soit des randonnées, soit des balades. Donc mon conseil, c'est de rester curieux. Personnellement, je me suis pas du tout sentie en insécurité, dans le sens où Lisbonne, c'est pas une ville dans laquelle on peut avoir peur de se balader la nuit. C'est assez facile de sortir et voilà, si on habite en centre-ville, de rentrer chez soi. Je suis rentrée plusieurs fois toute seule suite à des soirées, ça m'a
pas posé de problème. J'ai pas rencontré des gens malveillants ou qui avaient l'air dangereux. Ce qui est important, c'est de ne pas faire des choses qui vous paraissent dangereuses ou dans lesquelles vous le sentez pas du tout. Mais ça, c'est dans n'importe quelle ville en soi. Lisbonne, pour moi, c'est une bonne première ville si on veut voyager solo et qu'on ne l'a jamais fait et qu'on veut partir un peu à l'étranger, mais pas trop loin non plus. C'est une ville qui est jolie à voir, qui se fait en quelques jours, où on peut aller voir les alentours si on décide d'être un petit peu plus aventureux que juste rester dans la ville, où il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de gens à rencontrer, il y a des bonnes choses à manger. Et donc pour ça, c'est une bonne destination. Pour moi, Lisbonne, c'est une très chouette ville et peu importe le type de voyage que vous comptez faire, que ce soit solo, entre amis, en couple, je recommande à toutes les personnes que je peux connaître d'y aller. Et pour la petite anecdote, nous on était en Portugal, enfin on était à Lisbonne, le jour de la finale de la Coupe de l'Euro. Là où c'était France-Portugal et où le Portugal a gagné. Donc c'était très marrant parce que nous on a commencé à faire la soirée avec notre drapeau français, mais un immense drapeau qui venait vraiment de haut en bas sur les épaules. Et donc du coup on a dû se trimballer après toute la fin de soirée avec ce drapeau qui est devenu le drapeau de la honte sur nos épaules, parce que du coup eux ils criaient de partout Portugal houlé, de partout, vraiment ils étaient fous de chez fous, ils étaient déchaînés, ça n'arrêtait plus en fait, les klaxons, les cris, les gens ils étaient tellement heureux d'avoir gagné Coupe d'Europe. On s'est dit mais nous avec notre drapeau français on va se faire vraiment bâcher, mais en fait pas du tout, ils étaient trop gentils, ils étaient en mode bah allez c'est pas grave, enfin vraiment hyper bon enfant et c'était vraiment drôle. Moi qui suis pas foot du tout, pour le coup ça m'a vraiment fait rire, enfin c'était hyper bon enfant. Les choses qui m'ont le plus surpris à Lisbonne, après bon je le dis parce que ça fait c'était mon premier voyage. Quand c'est ton premier voyage, t'es surprise par beaucoup de choses, mais là pour le coup j'étais assez surprise du fait que les gens en fait ils sont beaucoup moins pressés à Lisbonne ou même au Portugal en fait. Et encore à l'époque j'avais pas encore vécu à Paris, c'est pour vous dire. Pour moi les gens quand t'es à la caisse, hop t'es à la caisse, la caissière elle scanne et ciao quoi. Ici les gens ils parlent, ils tapent la causette à la caissière, ils prennent leur temps, mais nous même si j'étais en vacances, j'avais pas le temps d'attendre leur histoire là. Après, du coup, c'est un mode de vie, je pense, à adopter. Au bout d'un moment, tu t'y fais, mais au début, t'es là, mais bougez en fait. C'est des pays où il y a la siesta. Enfin, en fait, c'est ces pays où il fait tellement chaud qu'ils sont obligés de se poser et de se calmer, sinon il faut une syncope en fait. Mais en tant que Français bien pressé, c'est surprenant de voir les gens qui ont le temps en fait, qui prennent le temps de faire les choses à la cool en fait. Et je pense qu'on devrait peut-être s'inspirer d'eux d'ailleurs. Et à la fin du séjour, je me suis vraiment dit, en fait, à quoi ça sert de courir, t'as le temps, en fait. Si eux, ils y arrivent, pourquoi pas toi, en fait. Le temps, s'ils le prennent, c'est qu'ils ont besoin de le prendre, et pourquoi on le prendrait pas aussi, quoi. Et c'est pas pour autant que j'ai changé d'habitude en rentrant chez moi. Un autre truc qui m'a beaucoup surprise aussi, que j'avais jamais vu avant, c'est les serveurs qui t'aguichent dans la rue. Enfin, qui te demandent, enfin, qui te proposent leur carte, etc. Bon, c'est très courant maintenant dans les villes, mais à l'époque, je me disais, mais c'est bizarre que tu me demandes de venir dans ton restaurant. En fait, c'est moi qui viens dans ton restaurant de base. Et là, du coup, ouais, les gens ils viennent plus vers toi, ils te demandent, enfin, ils te montrent leur carte, limite, ils te mettent la carte dans la main. Enfin, ça, c'est un peu un délire, mais en fait, ça existe dans plein d'autres villes, en fait. Mais un autre truc ultra bizarre, par contre, que les Portugais font dans les restaurants, c'est t'amener un panier à l'apéro. Enfin, ils t'amènent un petit panier avec des sardines, des rillettes, des choses comme ça, avec du pain. Et en fait, c'est payant. Et toi, t'es là en tant que touriste, tu te dis, oh bah cool, gentil monsieur de m'avoir apporté de quoi me sustenter avant que le plat arrive. Mais en fait, à la fin, ils te le facturent, le petit panier. Donc en fait, toi, t'es là, t'es étudiante, t'es venue pour dépenser pile poil le prix de ton plat. Et en fait, à la fin, tu te rends compte que tu payes la bouteille d'eau, parce que bien sûr, tu payes les bouteilles d'eau. Et en plus, tu payes le panier garni de l'entrée. Et du coup, t'es là, ah bah merci, si j'avais su, je n'y aurais pas touché. Et en fait, l'astuce qu'on m'a dit après, c'est que quand il arrive avec son panier garni, soit tu le refuses et tu te dis non merci, genre
j'en veux pas. Soit tu n'y touches pas du tout, en vrai, tu le mets de côté et tu le touches pas, et comme ça, tu diras, non, j'ai pas touché à ce petit panier, donc merci de ne pas me le facturer. Alors Lisbonne, pour moi, c'est vraiment un voyage à faire quand on a 18-20 ans, parce que, je l'ai dit plein de fois, mais vraiment économique de chez économique. Il y a moyen vraiment de faire un voyage pas cher à Lisbonne et au Portugal en général. C'est hyper simple de voyager là-bas. Il n'y a pas non plus un changement de culture incroyable, ça va. Enfin, c'est assez, on s'acclimate quand même assez vite avec la culture. Et l'avantage, c'est que c'est du portugais, donc du coup, c'est une langue qu'on connaît pas forcément. On apprend aussi à vivre avec des codes différents, une langue différente. Quand on parle un peu espagnol, on arrive quand même à déchiffrer, donc c'est assez facile quand même de s'y faire. Donc non, Lisbonne, vraiment foncez, c'est une super destination de l'été à faire dès que vous le pouvez. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram @j'irai-où-tu-iras-podcast, à m'envoyer votre retour via DM et à partager cet épisode à votre pote qui part à Lisbonne très bientôt. À la prochaine!